des nouveaux outils pour identifier les arthropodes, puisqu'on s'intéresse, et on est un centre de référence pour les maladies infectieuses transmises par les vecteurs, diverses et variées. Sur les quelques définitions, vous allez entendre parler d'entomologie médicale en général. L'entomologie médicale, stricto sensu sur le plan étymologique, c'est l'étude des insectes en fait, qui sont responsables des maladies infectieuses, ou des maladies tout court d'ailleurs, humaines ou vétérinaires. Et globalement, ça s'étend, on appelle entomologie médicale en fait tout ce qui est transmis par des arthropodes vecteurs. Vous avez là la définition d'un vecteur, qui est un arthropode hématophage, qui assure la transmission biologique active d'un agent pathogène invertébré à un autre. Alors, pourquoi c'est important d'identifier les bestioles? Il y a plusieurs éléments. La première, c'est que vous allez retrouver une tique sur un patient, par exemple, ça vous arrive. Les internes qui sont passés ici en discutent avec les cliniciens. Le fait de connaître l'espèce de tique, si c'est une tique vectrice, ça pourra éventuellement vous faire réfléchir aux maladies qui pourront être potentiellement transmises, et éventuellement réfléchir à des examens, à des traitements post-piqûre. L'autre importance pour identifier des arthropodes, c'est quand vous allez faire des enquêtes entomologiques sur le paludisme, par exemple, dans certaines régions, et vous allez collecter les moustiques, et vous voulez savoir s'il y a des moustiques plus ou moins bons vecteurs du paludisme, du chikungunya ou dans la dengue, et il est important de les identifier. Alors, comment on identifie ces bestioles? Comment on identifie une tique, une puce, un moustique? Bien, les méthodes classiques d'identification, c'est morphologique. C'est-à-dire vous allez prendre le vecteur, la tique, la puce, vous allez la mettre sous une loupe binoculaire pour une tique, c'est assez gros. Parfois, il faudra faire des montages un peu spécifiques comme pour les puces. Et vous allez regarder certaines parties du corps des arthropodes. Alors ça va être les ailes, les antennes, les pattes, les organes génitaux. Donc on s'amuse beaucoup en faisant l'identification morphologique, mais ça a d'énormes limites. La première, c'est qu'il faut savoir le faire. Donc les experts qui peuvent identifier les arthropodes en France, il y en a peu. Sur les tiques, on est moins de 10. Sur les moustiques, ils sont peut-être moins de 20. Donc d'une part, il faut l'expertise. D'autre part, même si on n'est pas un super expert, il faut les documents. Donc vous avez des livres. Vous avez des livres qui vous expliquent avec ce qu'on appelle les clés dichotomiques en fonction de la forme des ailes, des pattes, des organes génitaux. Bien vous avez une sélection de plus en plus serrée vers l'identification d'un vecteur. Mais ça, il faut des documents, les clés dichotomiques. Il y a des nouveaux outils qui ont été faits. L'IRD a fait des choses pas mal pour identifier les moustiques ouest-africains, par exemple, ou les moustiques de la zone méditerranéenne, avec des logiciels qui sont assez intéressants à utiliser, assez conviviaux, mais là encore, il faut avoir le matériel, et puis un petit peu d'expertise, et puis du temps, surtout si vous n'avez pas d'expertise. Tout ça en plus des limites, c'est que vous allez pouvoir tomber sur des bestioles qui sont abîmées, des moustiques écrasés, des tiques écrasées, vous pouvez tomber sur les stades immatures. Une tique adulte, c'est déjà pas simple à identifier, mais alors une tique dans son stade immature, c'est-à-dire les nymphes ou les larves, c'est encore plus difficile, voire impossible, surtout si elles sont abîmées. Les larves de moustiques qui sont importantes à identifier dans certaines collections d'eau, notamment en zone tropicale, quand on doit faire de la lutte anti-moustique contre la dengue, le chikungunya ou le paludisme, il faut savoir le faire. Tout ça, c'est une expertise qui s'est perdue. Très clairement, il y a de moins en moins d'entomologistes, il y en a un peu plus avec le boom du chikungunya il y a quelques années, mais enfin, les experts sont de moins en moins nombreux. Donc ça, c'était le classique, ça reste, mais ça a d'énormes limites. Deuxième outil qui est apparu un petit peu, ça fait là il y a 10 ans à peu près, 10-12 ans, c'est des outils moléculaires. Vous connaissez tous l'identification des bactéries ou par l'ARN 16S ou par des tas d'autres gènes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amplifie, on fait la PCR, on broie, on extrait l'ADN et on fait de la PCR en amplifiant un fragment de gène de la tique, du moustique, et puis on obtient une séquence et on la compare dans le GenBank pour avoir l'identification. Donc ça, ça a tous les avantages et les inconvénients des techniques de PCR que vous connaissez tous. Bon, ça peut être un peu long, ça dépend où on est. Ici vous avez un peu de chance, après ça dépend où on est, ça peut être long, c'est relativement cher, il faut le plateau technique. Vous avez des limites, bien entendu, qui sont des séquences qui ont déjà été mises dans le GenBank, puisque vous comparez à une database, c'est le nombre des séquences. Il n'y a pas un nombre exhaustif de séquences des
différents fragments de gènes des arthropodes dans GenBank, et il y a la fiabilité bien sûr des séquences qui ont été introduites dans GenBank. Vous savez que n'importe qui peut introduire une séquence dans GenBank, même si vous ne savez pas bien ce que vous avez identifié comme bestiole. Donc ça, on a des outils. On a des outils, par exemple, l'ARN 12S d'éthique, qui est très intéressant, on l'a utilisé pendant quelques années. Il y a des gènes pour les moustiques, qui permettent également de différencier certaines sous-espèces. Il y a le 18S qu'on a beaucoup utilisé pour identifier les puces. Voilà. Donc les outils moléculaires. Pas de ça dont je vais vous parler, j'ai plutôt vous parler de ça qui est un peu nouveau, parce qu'on développe ça depuis un an avec différents membres de l'équipe, c'est le Malditoff. Bon, le Malditoff, là aussi je ne détaille pas, beaucoup d'entre vous le connaissent et le pratiquent. Je passe sur les quelques diapos. Vous savez qu'à la fin, on obtient des profils, et des profils qui sont eux aussi comparés à une database quand c'est utilisé en microbiologie. Alors leur mythe a été un peu comme il y a quelques années avec la PCR, un peu pionnière dans l'utilisation du Malditoff en microbiologie. Et je crois qu'une des revues la revue de PICET, ça fait partie d'un papier le plus cité dans le Malditoff, quand on cite des revues, quand on a regardé ça, je crois, avec Pierre Noir il n'y a pas très longtemps. Donc globalement, le Malditoff a été, à partir de la microbiologie, il est appliqué à différents champs, et nous on s'est intéressé à ça, on s'est intéressé à pourquoi pas utiliser le Malditoff pour identifier des vecteurs. Et on essaie, on va voir ce que ça donne. Alors il y en a quelques équipes l'avaient fait avant nous, sur la drosophile, sur les culicoïdes, qui sont des arthropodes, des insectes d'importance médicale. Il y avait des premiers travaux, mais en fait qui n'étaient pas bien convaincants ni très larges. Donc on a commencé par les tiques, par les arthropodes qu'on connaît bien, ou ceux qu'on connaît le mieux chez nous, c'est les tiques. Bon, les tiques, je passe là aussi, vous savez que ce sont les vecteurs, les principaux vecteurs de maladies infectieuses en Europe, et ici on les connaît bien, notamment comme vecteurs de rickettsiote. Donc on a utilisé ça, et donc ça a été un des premiers travaux que j'ai fait avec Amina Issouf, qui est mon étudiante, une de mes étudiantes en thèse. Première question, c'est qu'est-ce qu'on prend? La tique, c'est pas une bactérie, donc qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend toute la tique, ou est-ce que plutôt on essaye de prendre des bouts de la tique pour voir ce qui marche, en se disant qu'on prend un peu moins de matériel, ce qui permettra d'avoir peut-être des profils un peu plus fins et qui permettent une comparaison un peu plus simple, et surtout des profils plus lisibles. Donc on a essayé différentes parties, et puis on a pris les pattes. On s'est dit on va prendre les pattes, au moins tout le reste de la tique, et bien on peut le préserver pour faire de la morphologie, pourquoi pas, mais également de l'extraction d'ADN, et regarder si ces tiques ne contiennent pas des bactéries, des virus, ce qu'on fait, et ce que les internes des Rickettsi ici connaissent. Donc on a pris les pattes des tiques, et on a regardé est-ce que ça nous donne des profils intéressants, des profils déjà qui sont lisibles, et des profils qui sont reproductibles. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin à l'œil nu, on voyait qu'il y avait une certaine reproductibilité des profils. Quand on prenait, là c'est Epicephalus sanguineus, le vecteur de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, entre autres, dans le sud de la France. Vous voyez que les profils à l'œil nu donnaient quelque chose d'intéressant. Amblioma variegatum, le vecteur de la fièvre attique africaine, Ixoder-Cicius, le vecteur de la maladie de Lyme. Donc vous voyez, on avait des choses qui étaient intéressantes. Bien entendu, derrière, vous avez un logiciel qui va vous dire c'est le même, c'est reproductible, et qui va vous l'analyser. En fait, globalement, déjà à l'œil nu, on voyait que c'était intéressant. Là, 2 ou 3 espèces, là aussi, ça c'est la figure qui devait être dans le papier. Et puis, ensuite, ce que vous faites, vous avez des logiciels qui vous disent oui, les spectres sont reproductibles, oui, vous avez la même chose, et donc oui, vous pouvez déterminer un spectre consensus qui vous servira de référence. C'est ce qu'on a fait, et donc ici, vous avez l'ensemble des tiques qu'on avait utilisés pour notre database. À gauche, vous voyez les tiques avec 2, 4, 6, 8 espèces de tiques, dont 7 vecteurs reconnus de maladies en France. On les avait pris soit sur le terrain, soit dans nos élevages de laboratoire. Et puis, on a mis bien sûr, pour nous, ce qui était intéressant, des hot groups, c'est-à-dire qu'on a pris des tiques, des poux, on a pris des punaises, pour avoir, en prenant leurs pattes, et pour créer une database de spectres, de profils Malditoff à partir des pattes des arthropodes. Non seulement on a fait la database, et ensuite on faisait un blind test, puisque le but pour nous, on peut faire des études sans doute approfondies sur les profils, mais nous ce qu'on veut faire, c'est pouvoir identifier les arthropodes. Donc on crée une database à partir de spectres consensuels
obtenus avec 4 ou 5 spécimens de la même espèce, 5 mâles, 5 femelles, on met ça dans la database et ensuite on fait un blind test. On reprend notre pool de tiques et on leur fait le spectre à partir d'un spécimen, on regarde si ça match et on regarde si ça marche. Et donc en faisant ça, on avait des scores qui étaient élevés et des scores qui chaque fois nous donnaient la bonne identification. C'est-à-dire que quand on testait un spécimen d'Amblyoma variegatum, en cassant les pattes, en 5 minutes c'était dans le Maditov, en 10 minutes on avait le spectre, on envoie dans la database et on avait la bonne identification. Donc sur 8 spectres, ça fonctionnait. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Eh bien on a pris ce qui, pour une application médicale, était intéressante pour nous, c'est-à-dire qu'on a pris les tiques prélevées sur les patients. Ça aussi c'est intéressant quand vous savez, ici dans ce centre, des tiques prélevées sur des patients arrivent, les cliniciens ou les biologistes se posent la question, quelle espèce? Est-ce qu'elle contient une bactérie? Première réponse, c'est pouvoir répondre de quelle espèce il s'agit. Si je ne suis pas là ou si Jean-Michel Béranger n'est pas là, personne ne peut dire de quelle espèce il s'agit. Maintenant, les tiques passent au Malditov et on a une identification à 10 minutes. Ça a été transféré aux techniciens qui font ça tout seuls. C'est-à-dire qu'en 10 minutes maintenant, quand une tique arrive au laboratoire, en utilisant les pattes, quelqu'un qui ne comprend rien d'entomologie permet d'identifier la tique. Ce qui nous permet ici, vous voyez les tiques prélevées sur des patients pendant, ça c'était sur les 12 ou 18 derniers mois, et bien de faire les identifications. On contrôlait bien sûr ça avec la biologie moléculaire, quand on a mis au point ce travail, et ça nous permettait de préserver l'ensemble de la tique pour faire ce qu'on fait au laboratoire, c'est-à-dire détecter les pathogènes. Donc là, dans ce tableau résumé, vous avez l'identification morphologique, l'identification Malditov, l'identification moléculaire et les bactéries qu'on avait pu détecter dans ces vecteurs, puisqu'on avait préservé l'essentiel du matériel. Ça marchait très bien, et ça c'est un exemple. Ça c'est une tique, d'accord? Personne ne peut identifier la tique à partir de ce machin-là. Elle était écrabouillée, et donc impossible de connaître l'espèce. En mettant les 4 pattes dans le Malditov, en 10 minutes, on a su que c'était Ixodes ricinus, et ça a été confirmé par la biologie moléculaire. Donc ça fonctionne. Alors, les logiciels, j'avoue que ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, mais on a essayé de permettre de discuter, est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire de la phylogénie? Ça ne marche pas trop bien pour grouper des espèces, c'est pas encore au point. C'est pas trop mal quand même, en fait il y a quelques discordances. Donc voilà pour les tiques. Sur les tiques actuellement, bien entendu, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on a une tique qui arrive ici, ou nos tiques de collection, eh bien on rentre un spectre de plus dans la database, ce qui permet de l'enrichir et donc d'augmenter nos capacités d'identification des tiques par cet outil. Deuxième idée, là je prenais des exemples de tiques prélevés sur des gens. Deuxième idée, on change d'échelle, les enquêtes entomologiques, donc les moustiques. Et là, on a appliqué ça donc toujours avec Amina et les autres collaborateurs bien sûr sur les moustiques. On a regardé ce que ça donnait. Même principe, on prend le moustique, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on prend comme partie du moustique. Ça marchait les tiques, pardon, les pattes marchaient avec les tiques. On a dit on va commencer par les pattes pour les moustiques. Et là aussi, donc même procédure, même recette de cuisine hein, qui est facile, qui ne prend pas trop de temps et qui ne coûte pas cher. Donc, vous savez, le Malditov, ce qui coûte cher, c'est la machine. Et encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais ensuite, en fonctionnement, ça ne coûte rien. Et donc, on a fait des profils de moustiques, et là aussi, ça marchait bien. Donc là, vous avez les profils d'Anopheles gambier, qui est un des vecteurs majeurs du paludisme. On obtient des spectres qui sont reproductibles. Ça nous a permis de créer une database. Donc cette database, on l'a créée avec différents collaborateurs, notamment notre équipe IRG au Sénégal, avec Cher Sorna et ses collaborateurs. On avait des collaborateurs, Frédéric Pagès à La Réunion. Donc voilà, on a pris nos amis aussi de Tahiti. Donc on a pris les moustiques, on s'est fait une collection de databases. On a rentré de spectres, on les a rentrés dans une database. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les spectres, ça marchait bien. Ils étaient tous reproductibles par espèce, c'était joli. Et on a ensuite blind testé. Voilà, donc là c'est ce qu'on avait fait. On est parti d'abord avec les moustiques du Sénégal. On a blind testé avec d'autres moustiques, ça marchait à 100%. Et puis on a mis des moustiques de la Réunion. Là ça marchait plus, mais forcément ils n'étaient pas dans la database. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a augmenté la taille de la database et à la fin ça marche à tous les coups. Donc là aussi, pour l'instant, l'outil, en utilisant 3 pattes ou 4 du moustique dans le Malditov, ça fonctionne.
On a fait ça récemment avec les moustiques méditerranéens. On a une équipe de Suède qui est venue avec son lot de moustiques suédois. Et bien, ça fonctionne. Voilà. Donc la database s'enrichit. C'est assez bon. On se tire une balle dans le pied pour les entomologistes, mais globalement, ça marche. Et ça permet d'identifier des moustiques de façon très très rapide sur des enquêtes entomo. Et en plus, on peut réfléchir à des espèces de cut-off en fonction du score. Et là, on avait un cut-off à 1,8 qui nous donnait une idée pour dire oui, c'est ce moustique-là, ou non, c'est pas celui-là, ou bien il n'est pas dans la database. Donc c'est un outil qui est intéressant. Je passe rapidement là-dessus. Une des perspectives qui est en train d'être étudiée, c'est les larves. Ça, c'est Lionel Almeras qui chapeaute ce travail-là, c'est-à-dire que les moustiques, c'est déjà compliqué, les larves, c'est encore plus compliqué, il faut les monter entre la mélamelle. Et donc là, on étudie les profils Malditoff des larves, et là aussi, bon, c'est des résultats très préliminaires, les spectres ressemblent à quelque chose, ils sont reproductibles, et quand on blind test, ça fonctionne. Voilà, donc là, on s'amuse parce que chaque fois qu'on tente un truc, ça marche pour l'instant, donc on continue, on change de bestiole, on essaye les puces. Alors les puces, on essaye, et là ça marche pas. Bon, ça ne peut pas marcher à tous les coups. On essaye les pattes, ça ne fonctionne pas. Donc du coup on change de fusil d'épaule, on s'est dit bon, on va enlever l'abdomen. Il y avait trop de bruit de fond, on n'y voyait rien, donc on va dire les pattes sont très petites, il n'y avait pas assez de matériel, et quand on prenait toute la puce, il y avait trop de matériel et donc trop de bruit de fond, on n'y voyait rien. Et donc pour les puces, on a fait tête, thorax et les pattes, c'est-à-dire en gros on enlève l'abdomen, on fait le machin, et puis là aussi, c'est préliminaire, on n'avait que 5 espèces de puces, mais ça match, ça fonctionne très bien. Donc la seule limite de ce truc-là, encore une fois, c'est la qualité de la database que vous créez. L'étude des puces nous a permis de mettre en évidence un problème, c'est quand les arthropodes ont été conservés trop longtemps dans de l'alcool. 1 an, ça va, mais moi, parce que je voyais ça, je me suis dit, tiens, on va faire une super database, j'en ai peut-être 300 espèces, sauf qu'elles sont dans l'alcool depuis 30 ans, c'est différents héritages. Ouais. Donc du coup, on a essayé, ça ne fonctionne pas bien pour l'instant, on verra si on peut améliorer ça. Avec un des étudiants, Didier Bitam, récemment, on a fait ça sur les phlébotomes. Sur les phlébotomes, ça marche aussi, on a eu 6 ou 7 espèces. Les blind tests ne sont pas sur la diapo, mais ont été faits, et là aussi, ça marche en prenant la totalité sauf l'abdomen. Voilà, donc un des derniers exemples, c'est Jean-Michel Béranger, qui est notre entomologiste, qui est un spécialiste des triatomes qui transmettent la maladie de Chagas en Guyane. Là, il a pris les pattes, parce que c'est quand même des grosses bestioles, et avec les pattes, il a fait ses profils, on a blind testé, on attend les résultats, mais en tout cas, tous les profils étaient des profils qui étaient reproductibles, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en blind test. Alors une fois que ça marche, donc une fois qu'on a dit ça, bon ok, on va essayer de reproduire, on va essayer de faire des databases, de les partager, parce qu'une fois qu'on a fait, qu'on a un peu innové, après en général on passe à autre chose. La perspective, c'est de savoir, ok, je passe au Malditoff, oui, j'ai l'espèce, mais est-ce que je peux dire, est-ce qu'elles sont infectées ou pas? Et donc là, on peut imaginer un système de soustraction, c'est-à-dire vous avez le profil Malditoff de la patte de la tique, vous avez le profil de ce que donne la rickettsia ou la borrelia qui est transmise par les tiques, et avec un système de soustraction, vous arrivez à repérer. Il y a un étudiant, Michel, dans le cours, Aurélien, qui a réussi à avoir des résultats préliminaires intéressants avec un blind test convaincant qui disait oui, c'est infecté, non, c'est pas infecté. Donc là aussi, c'est assez intéressant. On peut imaginer ça pour le paludisme, et quand vous identifiez avec vos pattes de moustique le moustique en question, vous pouvez vous dire tiens, est-ce qu'il n'est pas infecté par le plasmodium? Voilà. Donc ça, c'est des perspectives intéressantes. Et bien entendu, vu que vous n'utilisez que des bouts de la bestiole, le reste peut être utilisé pour autre chose. Une des dernières perspectives, là aussi c'est Lionel Almeras qui est en train d'essayer de développer ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ça peut être intéressant pour connaître les préférences d'hôtes des moustiques. Certains moustiques aiment piquer l'homme, d'autres les animaux. Donc c'est intéressant de savoir, là aussi on peut imaginer, j'enlève un moustique, est-ce qu'il a mangé sur un humain, sur un animal, est-ce qu'il est infecté et de quelle espèce il s'agit. On peut imaginer que dans quelques années, en affinant un peu, on pourra répondre à toutes ces questions. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite parenthèse animalière. Merci. Après, Michel.